Je passe la parole à notre chère Djamila Dechech qui va nous parler de la représentation de l'émir Abdelkader en période coloniale. Merci. Bonjour à vous. Je suis ravie d'être ici et d'autant plus ravie que notre ami nous a lu quelques extraits de textes assez fabuleux, notamment Darwish, évidemment, le grand poète Darwish, qui est bien plus qu'un poète, et puis Ibn Khaldoun. Donc ça me fait plaisir de prendre la parole après lui, sachant que je vais vous parler un peu seulement de l'émir Abdelkader et de sa représentation. Et sachant que dans la bibliothèque de l'émir Abdelkader, il y avait quelques livres de Ibn Khaldoun. Donc voilà une transition toute trouvée, une transition tout à fait agréable. Ce que je voudrais vous dire, c'est que justement par rapport à l'émir Abdelkader, 1808-1883, il y a une distance assez intéressante qui nous permet donc d'étudier les choses correctement. Cependant, je vais me contenter de vous présenter quelques photos, peut-être 4 au lieu de 5, puisque le temps nous est compté. Je vais me contenter, c'est un euphémisme évidemment, de vous présenter ces quelques photos par le bout de la lorgnette, parce qu'évidemment, je ne vais pas parler de l'histoire coloniale, c'est trop long, c'est trop dense, c'est trop grand, je veux dire 132 ans d'histoire, c'est énorme. Je ne vais pas non plus théoriser à l'extrême, mais je peux aussi également vous parler de comment j'en suis arrivée là, dans cet état de grâce, de grandes difficultés, mais de grâce quand même. En fait, j'ai découvert tardivement l'émir Abdelkader vivant en France. Je n'ai jamais rencontré ce personnage pendant mon cursus universitaire ou pendant ma vie familiale ou autre. Donc je suis un petit peu allée le chercher et le découvrant, j'ai voulu refaire son itinéraire à partir du moment où il a quitté l'Algérie. Donc je me suis rendue à Toulon, je me suis rendue à Pau, je me suis rendue à Amboise, en passant aussi par Aix. Je me suis rendue à Damas de nombreuses fois, quand c'était possible évidemment, et puis en Algérie. Donc voilà, les choses étant dites, je vais commencer par le commencement. Alors, s'il y a bien une chose qui ne représente pas correctement l'émir Abdelkader, ce sont les différents portraits qui ont été réalisés au cours de sa vie, au gré de la fantasmagorie de la représentation de l'arabe, l'autre, le barbare. Parce qu'on pensait vraiment, lorsque les Français envahissent l'Algérie le 5 juillet 1830, ils sont venus un petit peu avant, mais on va dire le 5 juillet 1830, ils ne connaissent pas grand-chose de ce vaste pays, riche, jeune, immense. Dès les premières années de la conquête, donc ça s'est effectué sur plusieurs phases, plusieurs périodes de la colonisation de peuplement, il faut le rappeler, l'émir Abdelkader était le seul interlocuteur face aux Français, et il était doté d'une aura particulière et multiple. Celle du guerrier qui résiste à la France pendant 17 ans, celle de l'homme de parole donné, la sienne, puis celle de ses adversaires, qui sera maintes fois rompue, parce que c'est important, quand on donne sa parole, on la tient. Celle de l'homme issu de la noblesse d'épée, de la noblesse généalogique, de la noblesse savante et lettrée. Enfin, celle du mystique, du soufi éclairé, qui franchira toutes les étapes et les stations, par l'accompagnement de ses maîtres, qu'ils soient ancestraux, c'est-à-dire morts, ou contemporains. Donc, je vais vous donner en même temps quelques dates qui me semblent importantes pour contextualiser. Je la trouve, la fiche. Excusez-moi. Peut-être que je vais pas la trouver, je ne sais pas. Pardonnez-moi. Mais je t'en prie, vas-y. C'est vrai que le temps est compté, alors si en plus je m'embrouille. Non, je pense que je ne vais pas la trouver, mais peu importe, on peut s'en passer, quoique. Il n'y a pas que l'informatique, apparemment, qui C'est parfois vrai, pose problème. c'est vrai. Non, mais en plus, comme je vais parler du 19e siècle, mes outils sont pauvres. C'est-à-dire que je n'ai pas de PowerPoint
même si j'utilise cet outil au travail. Je n'ai pas de vidéo, hein. Je n'ai que des reproductions papier et je vous prie de m'en excuser. Donc, la première photo que j'ai envie de vous montrer, c'est une photo. Alors, il y a deux types de photos. Il y a ou de portraits ou de dessins, puisque la photo n'existe qu'en 1839. Donc, comment je voulais dire, il y a les portraits ou les dessins de l'émir imaginés, et puis il y a ceux qui ont été faits suite à une rencontre. Donc c'est complètement différent. Et le premier que je peux vous montrer, c'est celui de l'émir lorsqu'il a 29 ans, et il ressemble à ça. Si tu veux. En fait, j'ai une petite carte couleur, parce que j'ai fait des cartes, je trouvais ça amusant de faire des cartes postales, en fait, que je garde pour moi, que j'envoie à personne, en fait. Voilà, alors il a les yeux clairs. Il a les yeux clairs. Tout le monde dit, l'émir Abdelkader a les yeux clairs. Il a les traits fins, il a des mains de femme, il a une peau claire, délicate, avec cette barbe noire. Vous voyez, donc il y a toute cette fantasmagorie qui se met en place. Oui, mais aussi... c'est pas le barbare qu'on oui, imagine. Voilà, parce que bon, tout le monde pensait que les Algériens étaient tous des barbares, puisqu'ils n'avaient pas la civilisation, ce sont forcément des barbares. En fait, ils ont voulu, je pense qu'il y a une volonté de peut-être de le féminiser, parce qu'il est doux, gentil, même s'il est ferme, mais juste, hein, mais... comment dire, il y a une volonté de le féminiser et puis de le rendre proche peut-être de l'Occident. C'est-à-dire avec des traits comme tout le monde, normal, même des sourcils quasiment épilés, enfin c'est assez amusant. Alors, d'où vient ce portrait? En fait, Léon Roche, qui était le traducteur, merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Léon Roche, qui était le traducteur, je vais faire court sur Léon Roche. Oui, justement, voilà. Je m'en doutais, c'est pour ça que j'ai dit, vous avez vu, je vais faire court sur Léon Roche. Donc Léon Roche était son traducteur, donc il lui traduisait tout ce qui se disait dans la presse, etc. Avait fait un portrait écrit de l'émir, avait fait un portrait écrit, et c'est une Marie-Éléonore Godefroy, d'après un dessin de Léon Roche, voilà, qui a fait cette évocation, voilà, un portrait donc imaginaire de l'émir Abdelkader. Alors, le deuxième portrait que je voudrais, je regarde si je vous ai tout dit sur ce premier portrait. Voilà, Léon Roche qui va écrire, qui va rester un moment en Algérie, mais pas qu'en Algérie, il est arabisant, hein, il est traducteur arabisant, il va écrire 10 ans à travers l'islam et 32 ans à travers l'islam. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît bien le monde arabe, le monde musulman. Voilà. Après, on fait un saut dans le temps, un énorme saut dans le temps. Alors, cette photo, vous allez la voir, c'est une photo, hein. C'est l'homme de la maturité, hein. Voilà. C'est l'homme de la maturité, il a acquis une certaine forme d'honorabilité, il a un certain âge, c'est après 1862, donc oui, du poids aussi bien sûr, mais voilà, il n'a rien à voir avec le jeune homme tout en fragilité presque, tout en douceur. Il n'empêche que l'homme reste doux et généreux, ce n'est pas le problème, mais voilà, c'est autre chose. Alors, cette photo, donc on a du mal à la dater, hein, c'est une photo de Francis Bedford en Orient. En Orient, alors je ne vais pas, moi, vous détailler le vêtement qui est de facture orientale, syrienne, hein, ou même plus moyen-orientale. Donc cette tenue, elle a fait l'objet de discussions, parce qu'on dit non, il ne s'habillait pas comme ça, il ne s'habillait pas en noir, il s'habillait en blanc. Donc ça, ce sont des débats qui
qui sont intéressants, mais qui aujourd'hui même, présentement, ne nous apportent pas grand-chose. Troisième photo que je vais vous présenter, si j'arrive. Ah oui, alors justement, cette photo est très intéressante. Je voulais apporter d'un organe de presse de l'époque. Voilà, merci beaucoup. D'un organe de presse de l'époque. Alors, cette photo, elle date d'environ 1860, ou même postérieure à 1860. Il y a deux versions de cette photo. Une version sans cordon de grand croix et une version avec cordon de grand croix. Et cette histoire de... Alors là, il est magnifique parce qu'il est vraiment habillé à l'algérienne, enfin, voilà, avec le haïk, le burnous, etc., etc. C'est très, très joli, enfin, j'ai envie de dire, c'est très élégant pour un homme d'être habillé comme ça, tout en blanc, voilà. Merci. Et donc, cette photo, comme la prochaine d'ailleurs, elle a fait l'objet d'une grosse polémique, moi qui m'a beaucoup amusée, enfin, je pense que c'est plutôt nerveusement qu'autre chose. Vous voyez, ça c'est à peu près la même période. La même période. Et ça c'est très amusant parce que, en fait, celle-ci aussi, il y a deux versions, avec ou sans le cordon de Grand Croix, puisqu'il a sauvé des chrétiens en 1860. Comme vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, il a payé de sa personne pour intervenir lors des attaques contre des chrétiens à Damas. Voilà. Et donc il a été décoré suite à cela par la France et par toutes les ambassades présentes à Damas à l'époque. Donc ça fait beaucoup de croix et de cordons. Et ce cordon, cette photo a été prise par un Polonais, Chlebowski. Et cette photo, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce peintre? Il y a un peintre polonais ayant séjourné à Istanbul. On y voit un Abdelkader représenté assis en tailleur à la manière arabe, dans une pièce à décor oriental, etc., etc. Voilà. Et en fait, pourquoi il n'y a plus le cordon rouge de Grand Croix? Parce qu'en fait, le portrait de Chlebowski a été acquis par le duc d'Aumale en lui-même, celui-là même qui a donc, comment dire, comment on pourrait dire ça, le terme militaire. Il a pris la reddition. Oui, c'est-à-dire, je ne parle pas de reddition, mais qui a pris la Smala. La Smala, c'est quoi en 1843? La Smala, c'est quoi? C'est une ville mobile. Mais c'est une ville vraiment importante, hein, composée par des cercles concentriques et qui est très organisée et qui est mobile puisqu'on avait brûlé sa ville précédemment et donc il a décidé d'organiser une ville mobile, la Smala. Donc il lui a pris la Smala. Je vous passe les détails parce que c'est intéressant à creuser. Il faudrait peut-être que je me calme, c'est ça. Mais je suis calme en fait, tout le temps comme ça en fait, c'est que je suis calme. Mais... Et donc, c'est le fameux duc d'Aumale, il s'est constitué une collection algérienne. D'ailleurs, pour les curieux, vous pouvez les voir au musée Condé de Chantilly. Et en fait, du vivant du duc d'Aumale, il a demandé à ce qu'on l'efface, le grand cordon de la toile, au motif que, pas ça, se serait-il écrié, il a tué trop de mes soldats. Voilà, je vous laisse apprécier. Voilà. Alors, il me reste plus beaucoup de temps. Alors, songez à conclure. Une minute, c'est ça. Donc, j'ai considérablement déjà diminué les photos. Donc, je vais conclure. Sinon, je peux dire, hein, parce qu'on ne peut pas conclure, on ne peut jamais conclure. Donc ces photos que j'ai sélectionnées, il y en a beaucoup d'autres, hein, et d'autres que j'aime par-dessus tout, comme celle où il pose à cheval avec un petit décor, un petit palmier reconstitué, et il a ses califats qui sont autour de lui, mais le regard baissé, je trouve cette photo d'une grandeur et d'une humilité totale.
Elle est vraiment très très belle. Donc alors les photos ne sont jamais anodines comme vous pouvez le savoir, ni les dessins ni les photos, parce qu'il y a une intention, hein, on en a parlé tout à l'heure, de celui qui décide de figer une posture et une histoire, et de celui qui sert de modèle, de la présentation à la représentation, le but étant de se faire valoir, de montrer pour autrui. Ce qu'il faut ajouter, c'est que l'Émir ne s'est pas contenté de se montrer ici et là, ou de poser ici et là, il a beaucoup lu. C'est un homme d'écrit, hein. Il a beaucoup lu, il a beaucoup écrit. On parle de plusieurs milliers de lettres. C'est un homme qui écrivait, ne serait-ce que pour dire merci à quelqu'un, il écrivait. Donc il a eu plusieurs secrétaires, évidemment, et il écrivait énormément. Et il avait une bibliothèque remarquable, ancestrale, historique, héritée de ses aïeux, avec tout ce qui compte de jurisprudence, de théologie, de Coran, avec exégèse, d'incunable, et aussi de littérature et de poésie. Il a écrit, comme je l'ai dit, beaucoup de lettres. Il a écrit, en plus des livres, des poèmes, des écrits spirituels, la lettre aux Français, le livre des Haltes, cette somme, sans oublier la recension de l'œuvre, la recension et l'édition de l'œuvre de son maître Ibn Arabi, les Illuminations mécoises. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jamila.